Merci beaucoup pour ce matin. On va être ensemble pendant 1 heure et demie à peu près pour pouvoir évoquer donc la première étude de marché sur l'inclusion numérique. Donc dont je suis extrêmement fier de la présentation. C'est quelque chose que... alors c'est dommage, il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas là ce matin. Mais qui en 2017 et en 2018 ont fait plein de choses. Ça s'appelle une stratégie nationale pour un numérique inclusif, j'étais obligé d'en parler, où évidemment la Caisse des dépôts et moi-même avons été rapporteurs sur la partie consolidation économique de la filière, et dans lequel on avait bossé sur un certain nombre de pistes de modélisation économique pour un peu mesurer le poids de la filière et voir ce qu'il en ressort. C'était quelque chose qui a été fait, qui a été commandé il y a 4 ans et dont aujourd'hui, finalement, 4 ans après, on sort les résultats. Donc je suis extrêmement fier de cette étude et de la sortie de ces chiffres qui seront évidemment soumis à débat et dont nous allons discuter ce matin. Donc on est au Hub des territoires, comme vous avez vu tout à l'heure la présentation. Et je suis donc Nicolas Turca, je suis responsable d'un service en charge de l'éducation, l'inclusion numérique, l'accessibilité aux services publics. Et je suis ravi de vous accueillir aux côtés de l'équipe du Hub des territoires. Cécile, Blandine et tout le reste de l'équipe qui nous accompagne ce matin pour cet événement. Merci à vous d'être connectés à distance. Alors on prendra au fil de l'eau les questions. Également, et on les remontera dans un temps dédié un peu plus tard. Quelques mots quand même sur le Hub des territoires. C'est un lieu qui est... c'est pas seulement un lieu. J'ai bien appris ma leçon. C'est présentiel, c'est physique, c'est distanciel. C'est quelque chose qui est un petit peu plus global, qui a une expérience pour mettre et qui a été mise au service des territoires, des collectivités territoriales, des acteurs de terrain également, pour pouvoir des partenaires publics, privés, de toutes sortes, qui viennent finalement faire la richesse de nos territoires et qui, pour le coup, dont l'idée et l'objectif est d'inspirer, rassembler et concrétiser un certain nombre de pistes. Donc c'est bien l'objectif ce matin, justement, de pouvoir lancer une dynamique autour de cette problématique sur l'inclusion numérique, sur est-ce qu'il y a un marché, quels sont les ressorts et quels sont finalement les tenants et les aboutissants. Je vous présente également Marianne, qui travaille dans l'équipe. Marianne Beaufils, et qui notamment a aidé avec Louise Gabriel, qui est ici, qui a aidé à la mise en place donc, de cette étude de marché qui a été réalisée grâce à l'aide de notamment Cefeid et Taran Consulting, qui nous ont accompagnés. On va vous en présenter les grands résultats maintenant, petite douzaine de minutes. Bonjour à tous. Alors, juste voilà, je clique par ici. Alors d'abord, on va revenir sur ce que c'est que l'inclusion numérique. Tout le monde n'est pas familier avec ce concept. C'est une notion qui a émergé au début des années 2000 et qui s'est vraiment développée dans les années 2010. Et donc, s'il y a un chiffre à retenir sur l'inclusion numérique, c'est celui-ci, 13 millions de Français qui sont aujourd'hui exclus du numérique. Et qu'est-ce que ça veut dire être exclu du numérique? Ça veut dire que vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas accéder de manière fluide aux outils numériques pour des questions territoriales, pour des questions financières, sociales ou physiques. Et donc l'inclusion numérique, on vous a mis une petite définition ici, ça va être toutes les actions qui vont viser à rendre le numérique accessible à chaque individu et qui vont transmettre les compétences numériques nécessaires pour faire des outils numériques un levier de leur insertion sociale et économique. Alors, on a identifié à la Banque des Territoires 6 activités clés sur ce marché. Ce n'est pas des activités silotées. On peut trouver des entreprises qui vont se retrouver dans plusieurs de ces briques. Mais on a identifié ces 6 activités. Donc, on a la montée en compétences, avec notamment tout ce qui est sensibilisation, information du public. On a les services à la personne dedans. Et on va avoir toute l'activité de formation qui, on le verra, est assez importante sur ce sujet-là. On a ensuite toutes les questions d'accès au numérique. Et qu'est-ce qu'on entend par accès au numérique? On va trouver tout ce qui est accès aux usages, et donc les lieux pour avoir accès au numérique. Vous avez des tiers-lieux où vous pourrez retrouver un ordinateur, une connexion Internet.
On va aussi avoir tout ce qui est accessibilité numérique, et on en discutera notamment avec Lizio ensuite, sur comment est-ce que vous pouvez rendre votre site internet accessible à tout le monde, et donc avec tout ce qui est design, ergonomie de site internet. Et puis, on a l'accès aux équipements, avec des équipements pour des personnes en situation de handicap, le matériel reconditionné à des prix abordables. On a ensuite tout ce qui est lié au projet, avec du développement de projet, accélération de projet, inclusion numérique. On va avoir aussi de l'ingénierie de projet spécifiquement sur l'inclusion numérique, et puis tout ce qui est communication, promotion sur le sujet. On a également l'outillage du financement de l'inclusion numérique, avec les mécanismes de redistribution et de compensation financière, comme les chèques TPE, ou encore le pass numérique. On va avoir tout ce qui est comment apporter de la confiance dans le numérique avec les tiers de confiance, avec la sécurisation des données et des échanges. Et puis en dernier lieu, on a la brique de détection des publics, comment on identifie les publics fragiles, et puis comment ensuite on a des outils de test et de diagnostic de ces publics. Alors les activités qu'on vient de voir, comment est-ce qu'elles sont aujourd'hui financées? Aujourd'hui, elles sont financées à près de 2/3 par des acteurs publics. Mais on voit émerger la demande d'acteurs privés avec des ménages, des entreprises qui s'intéressent à l'inclusion numérique. On a identifié l'Union européenne avec un financement à 16% de l'inclusion numérique, avec des fonds FEDER, FSE, une poche qui va être dédiée à l'inclusion numérique. On a également des programmes nationaux, donc avec l'État et ses opérateurs à 24% sur le sujet de l'inclusion numérique, avec des programmes comme les conseillers numériques France Service, avec les espaces France Service. On a les hubs pour un numérique inclusif qu'on connaît bien à la Banque des Territoires, le dispositif PIX, Aidant Connect et d'autres programmes encore. On a également une part importante du financement qui vient des collectivités territoriales. Dans les CPER, dans les plans régionaux, on va retrouver des lignes de financement qui sont dédiées à l'inclusion numérique, également au sein des départements, et puis dans les communes, intercommunalités. On a aussi tout ce qui est financement des espaces France Service en fonds propres par les communes, intercommunalités, par exemple. On a aussi la demande des ménages qu'on a identifiée à 16% du financement de l'inclusion numérique, avec l'achat de matériel reconditionné, avec l'accès à des espaces pour avoir accès au numérique, à des ordinateurs, avec la commande de l'achat de prestations de services à la personne, de formation. Et puis en dernier lieu, on a aussi identifié une demande qui vient des entreprises, avec des dons épargne solidaire. On a aussi la formation de leurs collaborateurs, et puis la mise aux normes de leur site internet, par exemple. Donc ces activités qu'on a vues plus haut, comment est-ce qu'elles se répartissent aujourd'hui sur le marché de l'inclusion numérique? On a identifié la montée en compétences qui valait à peu près 58% du marché de l'inclusion numérique, l'accès au numérique à près de 30%, et en dernier lieu, l'appui au projet à environ 13%. On a jugé que c'était ces trois segments d'activité dans lesquels il y avait une intensité concurrentielle forte, dans lesquels il y avait des prestations monétisées qui permettaient de dire qu'il y avait déjà un marché suffisamment développé à ce stade. Et puis également, c'est au sein de ces segments que la valeur économique dégagée est réalisée. Donc on voit quand même que la montée en compétences prend près de 60% du marché actuel. On est sur du marché actuel en valeur. Qui sont maintenant les acteurs de l'inclusion numérique? On vous a mis quelques exemples, mais ce n'est pas exhaustif. On en a identifié environ 150 à la Banque des Territoires. 150 structures très diverses. On va retrouver des associations, des entreprises, des start-up, donc de tailles différentes et avec des modèles économiques différents. Et c'est ça qui rend la lecture de ce marché un petit peu complexe, c'est d'avoir une hétérogénéité d'acteurs. Ces acteurs, ils sont nés sur des démarches plutôt exploratoires au début des années 2000, et ensuite, on a vu des acteurs vraiment dédiés au sujet de l'inclusion numérique dans les années 2010. Et les pouvoirs publics se sont vraiment emparés de la question, par ailleurs, plutôt dans ces dernières années, et notamment sous l'effet du Covid. Donc c'est un marché qui est relativement jeune, avec des entreprises qui ont un modèle assez traditionnel de subventionnement, mais on voit apparaître des nouveaux acteurs qui ont des modèles économiques plus innovants, qui ne sont pas tout à fait encore matures, mais qui apparaissent à ce stade.
Et maintenant, un chiffre. Donc, quelle est la taille de ce marché de l'inclusion numérique? On a évalué ce marché à plus de 370 millions d'euros aujourd'hui en France, et même 374 millions d'euros. Je vais vous donner le détail. Aujourd'hui, c'est la formation, comme je vous le disais, qui représente la majeure partie du marché de l'inclusion numérique, à près de 40%, donc 150 millions d'euros presque pour la formation. Les services à la personne, donc on est toujours sur la montée en compétences du public, à 67 millions d'euros. Ensuite, tout ce qui est accès aux équipements, près de 60 millions d'euros. L'accessibilité des services numériques, à 46 millions d'euros, et l'ingénierie de projet, qui est à peu près au même niveau, avec 48 millions d'euros. Et en dernier lieu, on a l'accès aux usages à 5 millions d'euros. Comment on a évalué ces segments? On a à chaque fois eu une logique ascendante, une logique descendante. Par exemple, sur la formation, on a regardé le nombre de personnes qui étaient en difficulté avec le numérique et le coût des formations. Et par ailleurs, on a aussi regardé le budget des organismes de formation, ce qui était dédié au numérique et plus particulièrement à l'inclusion numérique. Et on a identifié 2 inducteurs de marché plus précisément, avec la formation, qui est aujourd'hui quand même, comme je vous le disais, la majeure partie du marché, et puis aussi l'accessibilité des services numériques, avec des modèles économiques innovants autour de la technologie. Et donc on a identifié des pistes pour l'avenir du secteur de l'inclusion numérique. On en discutera ensuite, ce sont nos convictions à la Banque des Territoires. D'abord, d'accélérer les projets dans une logique de partenariat public-privé pour les faire grandir. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place des cadres de travail, des cadres de partenariat, comme ça peut être le cas sur les marchés publics long terme, par exemple, ou avec des partenariats innovants, comme ça existe dans la culture ou l'éducation. On va avoir aussi le fait de financer en amorçage les entreprises pour leur permettre un passage à l'échelle, et donc de mettre en place des outils de financement qui soient vraiment adaptés à des structures qui sont encore peu matures et qui sont en consolidation. On va avoir aussi le fait de créer des logiques d'alliance entre investisseurs sur le sujet de l'inclusion numérique, et aussi d'encourager la consolidation des acteurs pour avoir des acteurs plus matures, plus stables et qui ont plus d'impact in fine, parce que c'est ça qui est important. Et en dernier lieu, et là on va ouvrir le débat sur ce sujet, le fait d'élargir les horizons de ce domaine qui est transverse en créant des synergies avec d'autres domaines périphériques. Quand on parle d'autres domaines, ça peut être la santé, ça peut être l'éducation, l'inclusion bancaire, le développement économique. Globalement, on pense que l'inclusion numérique, ce n'est pas une brique, un segment à part, mais c'est transverse par rapport à tous les autres sujets. Et on pense qu'il est important d'en faire prendre conscience à tous les acteurs de ces autres domaines pour qu'ensuite ils puissent prendre en main le sujet et faire de l'inclusion numérique un outil qui soit un levier pour leur propre stratégie numérique. Parce qu'en effet, sans inclusion numérique, comment déployer des outils de santé, des outils d'éducation? On a besoin de ce sujet transverse. Je vais maintenant laisser la parole aux grands témoins, surtout. Oui, aux grands témoins, pour déjà voilà, confronter ce qu'on vient de présenter aux réalités du terrain, et peut-être que vous illustriez ce qu'on vient de présenter avec des exemples concrets sur votre ville. Alors justement, Pierre Ferrari nous rejoint. Tu es directeur de la stratégie numérique de la ville d'Arras, dans les Hauts-de-France, si je ne me trompe pas. On y est. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin et d'apporter ton témoignage sur ce sujet. Globalement et rapidement par rapport à ce qu'on a pu exposer, quels sont les enjeux qu'on peut entrevoir sur un territoire concret? Et c'est pour ça qu'on voulait ce matin, avec le Hub des territoires, avoir un témoignage d'une collectivité, notamment, qui est confrontée à l'inclusion numérique, au sujet de l'exclusion numérique d'ailleurs, et qui doit faire face à un certain nombre d'enjeux, et notamment des enjeux également de déploiement d'outils numériques, je suppose, dans la ville d'Arras, en tout cas pour les personnes qui y vivent. Donc, quels sont les enjeux que tu as pu identifier? Quelles sont les offres également que vous avez pu déployer également, et voilà, et comment ça s'articule tout ça?
Très bien, il y a beaucoup de choses à dire. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pierre Ferré, je suis directeur de la stratégie numérique de la ville d'Arras et prochainement de la communauté urbaine d'Arras. Donc Arras, c'est une ville de 42 000 habitants dans les Hauts-de-France, ville-préfecture du Pas-de-Calais. Le maire d'Arras, c'est Frédéric Le Turc, qui est également président de la communauté urbaine d'Arras depuis 2 ans maintenant et qui est conseiller régional. La stratégie numérique de la ville d'Arras s'était lancée il y a 4 ans. C'était une volonté des élus locaux. À l'époque, souvenez-vous, 4 ans en arrière, il y a peu de collectivités de villes moyennes qui s'intéressent finalement à la transition numérique. Nos élus ont souhaité prendre ce virage justement pour ne pas subir cette transition numérique, mais pour l'anticiper. Et donc je suis venu ce matin vous faire un retour d'expérience d'une ville modeste des Hauts-de-France, mais il y a un retour d'expérience qui compte puisque la stratégie d'inclusion numérique a été un axe majeur de la stratégie numérique de la ville et du territoire. D'abord, la première des étapes, c'est d'adapter sa stratégie numérique au territoire dans lequel on est. Arras, donc, c'est une ville moyenne et c'est important de penser aux habitants. Arras, c'est une ville humaine, une ville verte, une ville ouverte. On peut faire beaucoup de choses à pied, tout le monde se connaît. Et donc, il était hors de question pour nous de partir sur une stratégie du tout numérique. D'autres villes ont pu opter pour ce choix-là, ça les regarde parce que ça correspond à ce qu'ils sont, à leur identité. Mais l'identité d'Arras, c'était de travailler sur, souvenez-vous du terme qui est encore aujourd'hui d'actualité, même si on l'utilise de moins en moins, ce terme de Smart City. Et ce terme de Smart City, il ne correspondait pas à Arras. Donc on a créé, nous, la Smart City humaine. Comment on a créé cette Smart City humaine? En partant du terrain, en écoutant les habitants. La première des choses, quand j'ai pris la direction du numérique à la ville d'Arras, c'est qu'on allait sur le terrain avec les équipes, rencontrer les habitants pour avoir leur ressenti, leur avis sur finalement ce qu'était le numérique pour eux. Et on se rend compte, vous l'avez sur cette slide, qu'il y a des termes qui font peur. Et ça en dit long finalement sur la perception du numérique dans une ville moyenne. Le mot digital, futuriste, connecté, technologique, les anglicismes, le champ lexical également des nouvelles technologies, ce sont des approches qui font peur à notre population. Donc ça, c'est important de l'intégrer dès le départ. Donc on a travaillé sur d'autres termes avec une autre stratégie, donc moderne, humaine, rayonnante, innovante, dynamique, interactive. Au-delà du vocable, qui est important malgré tout, c'est vraiment la perception de notre population qui était important par rapport au numérique. Et donc on a identifié des publics cibles à convaincre dans une stratégie numérique. Et ils sont nombreux, ces publics cibles. Vous les avez sous les yeux et on va les énumérer. Le premier d'entre eux, c'est les agents et les élus de la collectivité. Les élus, parce qu'on est entre nous, on peut se dire les choses. À part le maire d'Arras et quelques élus à l'époque, il y a peu d'élus de la collectivité qui croyaient en cette transition numérique. Ça fait peur, le numérique. C'est quelque chose qui est abstrait, même pour nos élus, et quelque chose qui coûte de l'argent en apparence. Donc il a fallu les convaincre de l'intérêt de cette démarche. Et en parallèle, d'autres acteurs de la collectivité, les agents. Parce que les agents, c'est eux qui mettent en œuvre la conduite du changement. Et c'est indispensable. On a beau élaborer toutes les stratégies qu'on veut, si finalement il n'y a pas de mise en œuvre de cette conduite du changement, c'est très compliqué à mettre en place. Donc on a mis en place des formations, on a rénové des salles, on a mis à disposition des outils, on a mis en place un réseau des contributeurs que je réunissais une fois par mois pour démocratiser le numérique, l'évangéliser et rassurer vraiment nos agents et nos élus. C'est une étape qui est indispensable. Ça a pris 6 mois au sein de la collectivité, mais sans ça, c'était très très compliqué de pouvoir avancer parce que les agents et les élus sont les meilleurs ambassadeurs de nos projets, c'est eux qui en parlent le mieux en dehors de nos murs. En parallèle, les acteurs publics et le monde économique, entendaient entreprises et associations du territoire. Alors eux, nous avaient pas attendu évidemment pour avancer sur la transition numérique, tant mieux pour eux, mais c'était important de pouvoir échanger avec eux, de les écouter sur leurs besoins, notamment en termes d'infrastructure, de développement économique, et inversement leur expliquer ce que nous, on voulait mettre en œuvre en termes de transition numérique à l'échelle du territoire. Ça a été très riche, ça nous a permis de construire vraiment des projets importants avec eux, et notamment beaucoup de partenariats publics-privés. Et puis, in fine, une fois que ces 2 premiers publics cibles étaient acquis, on a pu, tout doucement, auprès des Arageois, auprès de la population, leur expliquer ce qu'était notre projet de transition numérique, évidemment en les intégrant. Parce que la clé de succès, c'est de ne jamais imposer un outil numérique s'il n'y a pas de besoin. La clé de succès, c'est partir d'un besoin, co-construire l'outil avec les habitants. C'est comme ça que l'outil, dans une ville moyenne en tout cas, va être utilisé et va être compris. Alors, les priorités de la ville d'Arras, c'est évidemment l'inclusion numérique. L'inclusion numérique, on s'est rendu compte rapidement dans les études de terrain qu'on a pu mener que c'était l'enjeu prioritaire. Alors on a d'autres axes de travail, mais l'inclusion numérique, c'était l'axe prioritaire. On s'est dit dès le départ que si on voulait être bon sur les autres axes de modernisation, de stratégie partenariale, de sobriété numérique, de démat, il fallait absolument être bon sur cet axe d'inclusion numérique. Ça a été dit tout à l'heure et c'est très juste. Donc on a identifié à Arras 3 fractures numériques. Je vais vous les présenter.
La première, c'est la fracture géographique qui est en train de se résorber, puisque, d'ailleurs c'est la seule, déploiement de la fibre, donc on a de moins en moins de zones blanches sur le territoire. Par contre, on a deux autres qui s'accentuent. Et la fracture sociale et culturelle, et bien avant le Covid, alors évidemment on s'est explosé avec le Covid, mais bien avant le Covid, c'était une fracture qui était extrêmement importante, le manque de moyens financiers, le manque de formation de nos populations. Ça, c'est quelque chose qui est déterminant. Et puis évidemment, la fracture générationnelle qui touche les seniors, on pense d'abord aux seniors, et c'est vrai que c'est une majorité d'entre eux, mais on se rend compte, dans les médiations, les formations qu'on met en place sur le territoire, que c'est une tendance, on a de plus en plus de jeunes qui viennent participer à nos formations. Des jeunes qui sont très bons sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème, ils maîtrisent TikTok, Facebook, Instagram sans souci. Par contre, ils ne maîtrisent pas les outils d'administration, de e-fiscalité et même les outils bureautiques. Et quand on veut entrer dans le monde du travail, c'est aujourd'hui indispensable. Donc, ils viennent de plus en plus dans nos formations. Et donc, je reviens à cette étude de terrain qu'on a menée auprès de 500 Arageois, 485 ont répondu au questionnaire pour mieux finalement comprendre leur perception du numérique, mais aussi leur niveau par rapport au numérique. Et donc, on a posé plusieurs questions, encore une fois, sur le terrain. Ça ne s'est pas fait en ligne, ça s'est fait sur le terrain. Les usages, évidemment, je viens d'en parler, les réseaux sociaux, et les difficultés aussi, on leur a posé la question des difficultés sur les démarches en ligne, et on se rend compte qu'un Arageois sur 3 ne va pas au bout de ses démarches en ligne. Pourquoi? Parce qu'on en perd 9%, par exemple, qui n'arrivent pas à s'identifier dès le départ. On en perd 12% qui n'arrivent pas à trouver la bonne rubrique. On en perd 14% qui ne comprennent pas le vocabulaire. Ça interpelle un tiers finalement des habitants de notre territoire qui n'arrivent pas à aller au bout des démarches administratives. Alors évidemment, il y a un enjeu d'inclusion, de formation, on est d'accord là-dessus. Mais aussi l'enjeu des outils qu'on met à disposition. Et les outils ne sont pas adaptés à ce que j'appelle les vrais gens, aux usagers. Et c'est indispensable d'adapter ces outils aux vrais gens, aux utilisateurs. C'est pour ça que depuis cette étude, on a mis en place à la ville d'Arras un comité des usagers. Et tous les projets numériques de la ville sont vus par ce comité des usagers, qui peut évidemment ajuster les projets, notamment d'un point de vue technique. Parce que ce sont les techniciens qui travaillent ces outils. Parfois, vous le savez bien, il y a un décalage entre l'aspect technique et l'aspect pratique. Et donc, sur ce petit camembert, à propos des démarches administratives, voilà, vous vous rendez compte que seulement 25% des Arageois disent ne rencontrer aucune difficulté avec les outils numériques. C'est-à-dire que potentiellement, alors à des degrés divers, évidemment, dans ce camembert, mais il y en a 75% qui disent rencontrer à un moment ou à un autre des difficultés avec le numérique. Il y en a même 39% qui avouent que c'est quelqu'un d'autre qui effectue les démarches pour eux. 39%. Alors ces chiffres remontent évidemment il y a 4 ans. On a fait du travail depuis, mais c'est quand même interpellant et c'est ce qui nous a interpellés dès le départ. Et c'est pour ça que l'inclusion numérique a évidemment été centrale dans notre stratégie d'inclusion numérique. Donc, on a mis en place une stratégie spécifique d'inclusion numérique avec des partenaires du territoire. Et d'abord, évidemment, les centres sociaux. On a de la chance, à Arras, les centres sociaux, ils sont municipalisés. Et donc, on a pu travailler avec eux pour mettre en place une stratégie, en lien évidemment avec le CCAS, une stratégie d'inclusion numérique, qui intègre les dispositifs de l'État dont on a parlé tout à l'heure, je les cite, les passes numériques, notamment les conseillers numériques. La ville d'Arras accueille 4 conseillers numériques et 2 pour la communauté urbaine d'Arras. Donc on en a 6 sur le territoire, plus 1 pour une association qui s'appelle le PIMS, donc même 7 pour le territoire. C'est beaucoup, on en est heureux, on en est fiers, l'État nous a fait confiance. Pourquoi l'État nous a fait confiance? Parce qu'on leur a présenté une stratégie d'inclusion numérique qui était déjà élaborée et qui fonctionnait. Et surtout, on a déposé nos dossiers avec la communauté urbaine ensemble. Voilà, cet écosystème, il fait écho auprès des services de l'État. Donc les conseillers numériques. Les médiations numériques, ça c'est la ville d'Arras qui les met en place, on est avec des partenaires publics et privés. Les collectivités, les villes moyennes sont impactées par les baisses de dotation de l'État depuis 15 ans, vous le savez. Et donc en termes de ressources humaines, on est limité. On va chercher des partenaires. On a des partenaires privés, notamment sur les médiations numériques, puisque Orange nous met à disposition des formateurs à titre gracieux dans le cadre d'une convention qu'on signe avec eux, également La Poste. Voilà. On va chercher les ressources humaines là où elles sont. Les formations des commerçants, oui, parce que l'inclusion numérique, ça concerne aussi les commerçants, les TPE, les PME. Donc on a mis en place, avec la direction du commerce, des formations spécifiques. On a des seniors reporters également. Ce sont des seniors de la ville d'Arras qu'on a formés au numérique et eux-mêmes forment d'autres seniors au numérique. Alors, il n'y a rien de diplômant, il n'y a rien d'officiel, mais c'est leur manière à eux d'aller vers et puis de trouver un public que nous, on n'a pas forcément dans notre radar. Le mois du numérique pour tous, c'est un événement qu'on organise depuis 5 ans à Arras. Ça a lieu en avril, pendant un mois. Donc la 5e édition va commencer
début avril. Et le but, c'est démocratiser le numérique, aller vers les habitants au plus proche de chez eux pour leur présenter les outils numériques de l'État, de la collectivité et les former également sur ces outils. Le parcours numérique des élèves, c'est un dispositif que la ville d'Arras a mis en place suite au premier confinement. Souvenez-vous, le président de la République annonce du jour au lendemain qu'on ferme tout, et notamment les écoles. Et dans les écoles de la ville d'Arras, on a identifié 300 élèves qui ne pouvaient pas suivre les cours en distanciel. Donc on a mis à disposition des tablettes, des PC avec des partenaires du territoire. Et puis pour la rentrée suivante, on a mis en place le parcours numérique des élèves. Mise à disposition d'un PC, pas d'une tablette, qui est plus adapté évidemment aux cours à distance. Négociation avec des opérateurs de la baisse du coût d'abonnement. Également mise à disposition, proposition de formation pour les parents et pour les élèves. C'est ce qu'on appelle le parcours numérique des élèves. Ça coûte 100 000 € par an à la collectivité, mais c'est une dépense qui est aujourd'hui indispensable et qu'on a pérennisée sur les 3 années qui viennent. Les maisons France Service, on en a 2 sur la ville d'Arras et 4 à l'échelle communautaire. Et puis on a également lancé, c'est un dispositif de la ville, les permanences téléphoniques pour les Arageois qui ne peuvent pas se déplacer et qui ont des soucis avec leurs outils numériques. Voilà quelques exemples concrets d'action. Donc les médiations numériques, je viens d'en parler. La ville d'Arras forme à elle seule 350 Arageois dans le cadre de ces médiations numériques, en lien avec d'autres partenaires. Je peux également citer la FP2I, qui est un organisme de formation du territoire. Voilà, le parcours numérique des élèves, je vous en ai parlé à l'instant. Et puis les permanences téléphoniques également de l'association iTeach dans le cadre d'un partenariat avec cette association sur le territoire. Voilà. Et sur l'animation, sur l'organisation, sur cette gouvernance finalement, parce que ça fait beaucoup de dispositifs que j'évoque depuis tout à l'heure. La clé, c'est qu'on a mis en place un réseau d'inclusion numérique territoriale qu'on réunit une fois par mois avec les acteurs du territoire, je les cite, le CCS, le PIMS, la FP2I, Simplon, Orange, iTeach et les centres sociaux également. On se réunit et on s'organise sur la mise en place des formations, on fait état de nos dispositifs de manière à avoir une cohérence territoriale, parce qu'on se rendait compte que les dispositifs s'accumulaient et que parfois c'était un millefeuille qui n'était plus compréhensible pour nos habitants. Donc ce réseau d'inclusion numérique, il est évidemment déterminant dans notre organisation et notre stratégie d'inclusion numérique. Voilà, la conclusion, vous l'avez compris, en tout cas à l'échelle d'Arras, c'est vraiment une démarche citoyenne, on est vraiment centré sur l'humain, c'est déterminant. Il y a une volonté au départ des élus, une volonté qui a été mise en place évidemment par les différentes directions. Ce sont des projets qui se travaillent évidemment en transversalité. Et aujourd'hui, en tout cas, Arras, ça fonctionne. Aussi avec le soutien, et je tiens à le dire, et je vous remercie de votre invitation, de la Banque des Territoires qui nous accompagne sur bon nombre de nos projets. Merci beaucoup. Merci, c'était hyper concret, c'était tout à fait l'objectif d'avoir justement un portrait un peu d'un territoire concret à l'échelle d'une ville. Et ça coche en effet un certain nombre de choses qu'on a pu voir juste avant, notamment les questions de fongibilité avec d'autres secteurs. Je retiens ça, notamment les questions évidemment éducatives, les questions culturelles. Là, je vois, il y a des questions évidemment qui touchent à la démocratie participative avec la MENNUM qu'on entendra juste après. On a justement lancé un webinaire. On a fait un webinaire il y a une semaine ou deux de cela sur justement ça. Quelles sont les nouvelles formes de participation à l'heure du numérique? Donc c'est des choses en effet qui touchent. J'avais une micro-question quand même. Est-ce qu'il y a des sujets qui touchent la question de la santé, de la vieillesse, du bien vieillir? Est-ce que ça commence un peu à, justement sur ces sujets-là, à bouger également? Est-ce que c'est des choses que vous ressentez, vous, sur le territoire? Ouais, complètement. On sort des assises du numérique de la communauté urbaine d'Arras, c'était lundi et mardi, et l'enjeu de la santé est revenu. On a la chance d'avoir un incubateur sur le territoire qui s'appelle Eura Senior, et donc ça devient vraiment une question centrale de plus en plus pour nos habitants et nos élus, mais c'est une nouvelle thématique, hein. C'est une thématique nouvelle à laquelle la collectivité s'intéresse depuis quelques temps. Merci, merci beaucoup. On va passer... Tu veux des questions? Ah, il y a une question évidemment de la Maïf. Et une question peut-être de Christophe Jeanterre après, derrière. Oui. Est-ce que ça a marché? C'est tout. Est-ce que l'étude a marché, vous voulez dire? Alors, l'inclusion... Là, on n'a pas d'études récentes. Ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup de monde évidemment dans nos formations. Alors, d'un côté, c'est positif parce qu'on forme beaucoup de monde. D'un autre côté, on se dit qu'il y a beaucoup de besoins. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu 2 temps. Il y a le temps avant Covid et le temps après Covid.
on s'est rendu compte quand même que cette transition numérique sur nos territoires, elle s'était accélérée avec le Covid, et qu'on avait beaucoup plus de demandes, que ce soit à l'échelle des citoyens, mais aussi à l'échelle des commerçants, des PME, des TPE, qui s'intéressent de plus en plus à cette transition numérique. Donc c'est compliqué de comparer, mais il y a une accélération à partir du Covid. Alors je corrobore, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux sujets en fait qui émergent. Alors on a la chance nous d'appuyer l'Agence nationale de la cohésion des territoires sur le déploiement des France Services, et on voit notamment tous les nouveaux sujets qui arrivent. Alors je pense à deux sujets, par exemple le chèque CESU qui s'est vraiment amplifié sur la dématérialisation du chèque CESU, qui pose un sujet sur les personnes âgées et qui aujourd'hui a un impact direct sur l'activité des lieux de médiation numérique. C'est un exemple très concret. Voilà. Le deuxième exemple, c'est également l'URSSAF qui est en train de se dématérialiser durement, et donc est en train de créer des externalités négatives sur tous ces lieux justement d'accueil. Et puis évidemment, on pense à la prise de rendez-vous lors du Covid, Doctolib et consorts, qui aujourd'hui en effet a créé des usages complémentaires et additionnels finalement à ce que c'était. Après, il y a l'usage même, il y a l'intensité des usages qui s'amplifient. En matière éducative, tu le connais, mais un pronote, il est passé de 50% de part de marché en 2015 à 70 aujourd'hui. Donc mécaniquement, ça amplifie, et mécaniquement, on arrive aux franges de la dématérialisation naturelle finalement et de l'usage naturel pour arriver sur les franges de l'exclusion numérique, les fameux 13 millions. C'était la même question sur est-ce que vous allez mener une enquête 4 ans après pour voir les effets justement de tout votre programme, mais j'ai entendu la réponse de Nicolas sur le fait qu'il y a de nouveaux besoins qui ont émergé et donc que le périmètre n'est pas comparable, et donc ça sera pour plus tard. Merci. Mais je vais quand même compléter ma réponse pour vous dire qu'on va mener une enquête à l'échelle communautaire. Voilà, à la dimension de la communauté urbaine d'Arras, donc c'est 120 000 habitants. Et de toute façon, on se rend compte que c'est au-delà de raisonner à l'échelle des villes, ce qui compte, c'est le bassin de vie. Et cette enquête, elle va être aussi intéressante parce qu'on a beaucoup de villes rurales autour de la ville centre Arras. Et ça va être riche de sens parce qu'on a beaucoup de maires et d'élus qui nous disent à quel point leurs populations sont en difficulté. Mais la clé, c'est le aller vers. C'est être capable d'aller vers nos populations. Alors on réfléchit à des moyens, à un bus notamment, pourquoi pas, pour aller au plus près des habitants, parce que les gens ne viennent plus vers nous, et notamment les plus exclus. On connaît bien les bus à la Banque des Territoires. On a plein de bus, 108 pour être précis. On a financé 108 bus à la Banque des 106, tu as raison. Alors, juste, on va passer à l'étape suivante, à la table ronde, parce qu'on va laisser la parole donc, aux gens qui font l'inclusion numérique aussi, qui sont des acteurs privés. Donc, j'aimerais bien que vous applaudissiez. Donc François Durollet, qui est le directeur général de Simplon, qui n'est pas là, mais qui est en distanciel, qui est quelque part là, dans les écrans. Voilà. Bonjour François. Virginie Le Tan, qui est la directrice générale déléguée. Tu peux nous rejoindre voilà, sur la scène. Bonjour François. Bonjour. Virginie Le Tan, directrice générale donc déléguée de Aptic, qui est une coopérative, notamment opérateur du pass numérique. Donc Cyrielle Lelorin de Lisio, voilà, qui est la directrice commerciale de la mémoire et des partenariats. Et enfin, Guillaume Pradalier, qui est le directeur général de l'Amennum, qu'on ne présente plus, qui est la coopérative qui rassemble l'ensemble des acteurs de l'inclusion numérique en France et ailleurs peut-être même, je ne sais pas. Donc on va peut-être justement commencer rapidement par toi, Guillaume. Récemment, vous avez publié un certain nombre de plaidoyers sur... alors, excusez-moi, on va déjà se présenter respectivement. J'ai un problème de fil rouge. Peut-être que François peut peut-être commencer à présenter en 1 minute ce qu'est Simplon et ce qu'il fait. François? Eh ben voilà, on t'entend pas, le micro. François Durollet, bonjour. Donc, je suis le DG de Simplon là, depuis 6 ans. Simplon, on est une entreprise solidaire et un organisme de formation. On forme au métier en tension du numérique des personnes sans emploi pour l'essentiel. On est présent dans une 130 fabriques en France et dans le monde. Fabriques, c'est nos lieux de formation.
et on a formé 15 000 Simploniens et Simploniens, c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui passent par nos formations depuis la création de Simplon il y a 7 ans maintenant. Merci beaucoup. On va passer par Virginie maintenant. Il faut appuyer en dessous. Bonjour. Donc nous, on est une coopérative qui propose un ensemble de solutions, produits ou solutions, services pour servir donc l'inclusion numérique. En premier, si on reprend toute la chaîne de valeur, on va être là pour essayer d'identifier les raisons d'agir de toutes les organisations qui sont responsables de la dématérialisation et donc des risques d'exclusion. On va ensuite travailler sur la mobilisation et la sécurisation de ces flux financiers qu'on va récupérer pour ensuite être capable de les réinjecter sur le territoire auprès des acteurs de médiation numérique qui dispensent ces services d'accompagnement en transitant par ces fameux bénéficiaires, les citoyens qui sont éloignés du numérique, sur lesquels donc on va accompagner au travers de services d'ingénierie pour essayer d'arriver à identifier, aiguiller et orienter positivement ces citoyens vers ces lieux de médiation. Et ensuite, on va accompagner tout ce réseau qualifié qui sont au nombre d'environ 1 millier d'acteurs de médiation numérique pour arriver à normaliser leur accompagnement au sein du réseau en France. Donc on a tout un référentiel national qui permet d'avoir la même offre de services, quel que soit le lieu où vous vous retrouvez en France, d'ailleurs en métropole comme dans les territoires ultramarins. Et ensuite, la dernière chaîne de valeur, c'est la récupération, la collecte de cette data qu'on réinjecte et qu'on repartage auprès de nos clients qu'on a mobilisé tout en amont pour pouvoir justement analyser qui on a pu accompagner, comment on a pu accompagner, sur quelle typologie d'accompagnement, et de pouvoir du coup retravailler et affiner sur les politiques de mobilisation financière. Voilà. Merci beaucoup. Cyrielle Le Lorrain, donc de Lizio, peut-être en quelques mots également ce que c'est que Lizio. Oui, bonjour, je suis Cyrielle Le Lorrain. Donc Lizio est une solution numérique responsable qui va permettre d'améliorer le confort et l'inclusion numérique des sites internet. L'objectif étant vraiment de faire le chemin inverse et de prendre l'outil numérique et d'aller vers l'utilisateur et de lui permettre de paramétrer le site directement à ses besoins, qu'on soit en inexpérience numérique, dans une zone à faible débit réseau, qu'on soit avec une difficulté, un handicap. On va être là pour accompagner l'utilisateur à l'outil. Et aujourd'hui, c'est un outil qui est validé, valorisé par des collectivités, plus de 60 aujourd'hui qui sont équipées, plus de 200 sites. Lizio apparaît plus de 5 millions de fois par mois. Et aujourd'hui, un utilisateur peut avoir un choix de plus de 100 paramétrages et dont 50 pré-paramétrages validés par des associations, des centres hospitaliers qui nous ont permis de finaliser tous ces paramétrages pour les utilisateurs finaux. Super, merci beaucoup. Et enfin, Guilhem, présenter en quelques mots la MEDNUM. C'est un sacré défi. La MEDNUM, c'est la coopérative des acteurs de la médiation numérique. Une structure qui est petite, qui a environ 5 ans, qui rassemble une centaine de sociétaires partout en France, avec la particularité d'avoir à la fois dans cette communauté des acteurs, des faiseurs d'inclusion numérique, disons, des financeurs ou des personnes qui sont intéressées de près ou de loin, ce qui permet de créer pas mal de dynamique. Donc notre rôle, c'est plutôt de rassembler un écosystème, d'animer cette communauté-là, finalement sur des objectifs assez proches de ceux que vous avez décrits, d'accompagner certaines organisations sur les défis de transition numérique ou en tout cas à la prise en main des enjeux d'inclusion. Et ça se traduit assez directement avec certains projets très, très directs. Là, on voit un nombre de personnes accompagnées avec différentes plateformes d'aide, dont une qui avait été travaillée avec la Banque des Territoires qui s'appelait Click and Connect pour les TPE et PME. Voilà, on est sur un chiffre d'affaires un peu moins de 2 millions l'année dernière, 14 personnes et une centaine de sociétaires qui croient régulièrement, puisque je crois qu'on en accueille une dizaine de plus la semaine prochaine au CA. Magnifique. Donc justement, non, tu peux garder le micro, Guilhem, parce que la question est la suivante, et je reprends donc le fil de ce qu'on posait comme question tout à l'heure. Vous avez publié un plaidoyer au titre de la MEDNUM, à destination notamment des élections présidentielles et des candidats aux élections présidentielles, qui identifie un certain nombre de pistes d'amélioration, de choses comme ça. Est-ce que vous vous reconnaissez finalement dans un peu les inducteurs, les orientations qu'on a pu trouver tout à l'heure
et les grands blocs qu'on a pu identifier également autour, je pense évidemment autour de la montée en compétences, autour du besoin de formation, autour de la question de l'accessibilité également, et puis enfin peut-être également l'appui au projet, le fait que ça soit beaucoup de petits projets un peu partout. Est-ce que c'est des choses voilà, que vous avez ressenties et des messages que vous portez, ou vous voyez d'autres choses complémentaires par ailleurs? Alors, on se retrouve pas mal dans ce qui a été présenté, effectivement. On voit aussi d'autres choses. Ça recoupe beaucoup ce qu'on a pu dire dans notre plaidoyer, hein, et les propositions qui ont été faites par nos sociétaires. On a travaillé autour de 4 thèmes. Ils vous parlent forcément. C'est les thèmes de la santé, de l'éducation, de l'emploi et du pouvoir d'achat, et le thème de l'environnement aussi. Bon, beaucoup de gens cherchent à s'en saisir sur autour du numérique. C'est toujours un peu compliqué de le faire. Donc là, on a souhaité proposer des choses concrètes pour les élections présidentielles, mais aussi pour les législatives qui arrivent après, hein. C'est une question de territoire, bien sûr. Sur les thèmes proposés, alors je ne vais pas balayer les 62 propositions qu'on a produites, mais c'est disponible sur notre site, ça se trouve assez facilement, et je vous invite à le partager le plus largement possible, si vous êtes d'accord avec nous, évidemment. Sur les inducteurs, en fait, je suis hyper d'accord. Enfin, monter en compétence action numérique, bien sûr. Sur l'appui au projet, je l'élargirais même encore. C'est-à-dire qu'il y a les projets eux-mêmes et les sujets métiers. Puis nous, on pense qu'il faut avoir en plus une action plutôt structurelle, sectorielle, en appuyant aussi les structures, en les aidant à grandir. Donc ça fait le pont avec ce que vous pouvez préconiser ensuite. Mais voilà, donc on s'attache aussi à ouvrir des portes de ce point de vue-là. La question du plaidoyer, on en parlait tout à l'heure, hein. Il y a aussi pour nous une question de convaincre que le sujet n'est pas uniquement un sujet territoire, pas uniquement un sujet inclusion qu'il faut traiter à part, mais bien un sujet, comme tu le disais, qui se traduit sur l'ensemble des domaines. Aujourd'hui, à la MEDNUM, on travaille beaucoup et de plus en plus avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, historiquement forcément les territoires, mais aussi le ministère de l'Intérieur sur les questions d'accueil des réfugiés avec des outils numériques. Donc il y a quand même encore beaucoup à faire, et c'est la même chose en entreprise, évidemment. Merci beaucoup. Alors, tu as raison d'ailleurs je fais juste une micro-parenthèse sur le pouvoir d'achat. Et en effet, c'est un sujet, notamment tous les acteurs de la grande distribution ont des actions ou proposent de la formation. En tout cas, un grand nombre d'entre eux. On avait repéré avec certains le fait, par exemple, que Boulanger, pour ne pas les citer, fait des formations aujourd'hui, il propose des formations prises en main justement sur les ordinateurs. Et ils ont parfois du mal à trouver d'ailleurs en phase 2 des lieux de médiation formés, qualifiés, qui sont capables d'être capables de prendre en charge ça. Et c'est aussi du pouvoir d'achat quand on achète en ligne avec les promotions et un certain nombre de choses. Donc c'est du pouvoir d'agir complémentaire. Et la deuxième chose, c'est également sur les cartes grises, les fameux garagistes qui facturent des cartes grises ou des choses comme ça, ou des papiers, ou les procédures ANTS, qui sont des procédures qui sont homologuées par la préfecture, donc à l'échelle territoriale. Donc c'est des choses où il y a des infiltrations business, entre guillemets, dans un sujet d'intérêt général qui sont beaucoup plus fines et un peu partout aujourd'hui. Voilà. Mais peut-être que tu veux compléter. Peut-être juste rapidement, hein, le sujet pouvoir d'achat, en fait, il est hyper direct. Enfin, il y a ces sujets de consommation et de changement des modes de consommation, avec son accès dans d'autres choses. Alors, pas forcément les promos de boulanger, mais peut-être plutôt les plateformes coopératives, l'économie du partage plutôt que de la possession. Enfin, les tiroirs sont nombreux. Si je peux donner juste une ou deux propositions qui ont été formulées par les sociétaires, et dans l'exemple d'Arras, on en parlait tout à l'heure, hein, il y a les questions de l'accès à Internet. Aujourd'hui, un tarif social énergie, nous, on pense que ce serait quand même intéressant qu'on fasse un travail global avec les opérateurs pour avoir un tarif social Internet. Le Wi-Fi libre des villes ne suffit pas, malheureusement. De la même façon, sur le matériel, et ça rejoint la question environnementale, les grands groupes, et pour des raisons comptables ou très juste de logiciels métiers, renouvellent des pans entiers de parcs informatiques qui aujourd'hui, pour beaucoup, sont récupérés par... je ne donne pas de marque, mais les contractuels avec lesquels ils sont pour produire ces parcs d'ordinateurs, on pourrait très bien les obliger à injecter ça dans les filières reconditionnées pour que ça arrive aux bonnes personnes. Donc c'est le type de proposition qu'on a fait, qui certaines mêlent l'environnement et pouvoir d'achat, et d'autres sont un peu plus directes sur le pouvoir d'achat. Ok, merci. Alors justement, on va passer à Saint-Plon sur la question de la formation. François, si tu es là encore. Justement, est-ce que tu peux nous présenter le modèle d'action finalement de Saint-Plon, le modèle d'action de formation également de Saint-Plon en quelques mots?
Oui, donc le modèle d'action de formation, il est assez simple. En fait, on s'appuie sur le fait que les métiers du numérique sont des métiers en tension, que les entreprises recherchent de nombreux talents et pas simplement des ingénieurs, hein, aussi des niveaux techniciens supérieurs, donc plusieurs dizaines de milliers de personnes actuellement. Donc ça nous permet d'avoir des actions de formation qui sont vraiment inclusives numériquement en formant à ces métiers en tension et en allant chercher des publics qui sont la plupart du temps loin de l'emploi. Et notre chaîne de valeur de formation, en fait, elle va s'articuler autour de problématiques de sourcing de ces publics, de positionnement, c'est-à-dire de sélection, mais sans condition de diplôme. Généralement, on a des parcours avec des sas de préqualification de façon à amener à des niveaux de qualification suffisants les publics les plus éloignés pour leur permettre de suivre ensuite les formations métiers. Et puis ensuite, on a les actions d'insertion professionnelle au sein des entreprises. Et on fait ça sur l'ensemble des métiers du numérique, le cloud, la cybersécurité, l'IA, etc. Et pour nous, les gros enjeux, les principaux enjeux, en fait, si je les résume très très rapidement, on a un énorme enjeu de sourcing, parce que ce sont des publics, les publics les plus éloignés, ils sont assez difficiles à sourcer. Donc là, on a besoin de beaucoup d'alliés, de façon à pouvoir avoir une zone de chalandise en fait la plus large possible. Un exemple, là, on travaille actuellement avec la Caisse des dépôts d'ailleurs sur les maraudes numériques, donc un projet qui consiste à aller sourcer des jeunes sur les plateformes de jeux vidéo pour les amener vers les formations métiers du numérique. On a un gros enjeu de placement, donc ça vous le connaissez, mais je le cite en un mot, parce que là aussi on a besoin d'alliés dans les entreprises. C'est l'enjeu du placement en contrat de travail ou en alternance. Les entreprises ont souvent encore des stéréotypes, donc y avoir des alliés et arriver à les convaincre de recruter sur les métiers du numérique des femmes, des jeunes de banlieue, etc. Ben, c'est un gros travail, un gros challenge quotidien pour les équipes de Simplon. Et puis on a un enjeu d'accompagnement aussi, c'est-à-dire que pour inclure, il faut que les publics les plus éloignés ou les moins représentés dans les métiers du numérique, on a des actions sur le handicap, les primo-arrivants, les réfugiés, vous le savez, il faut les accompagner pendant la formation. Il y a souvent des risques de décrochage importants, des freins périphériques, enfin tout ça, vous connaissez ça par cœur. Donc là aussi, on a besoin d'alliances. Et un exemple assez concret, c'est qu'on a un accord national avec les PIMS pour avoir des permanences sociales auprès des personnes qui sont en formation à Simplon. Donc voilà quelques exemples sur la chaîne de valeur, je dirais, de la formation et la façon dont on va nous essayer d'utiliser la formation comme vecteur d'inclusion le plus efficace possible. Ouais, merci beaucoup. Alors, vous articulez souvent chez Simplon, pour connaître un chouïa le sujet, vous articulez vos projets avec des grandes entreprises, des associations de terrain, justement, comme tu viens d'évoquer, mais également des prescripteurs publics, des grands marchés publics qui également sont là pour prendre en charge notamment les plus fragiles. Je pense à Pôle emploi ou les régions hein, qui financent quand même un certain nombre d'actions. Est-ce que tu as des exemples justement de ces ponts que vous êtes capable de créer? Alors parfois on a parlé de stratégie un peu Robin des Bois, d'être capable d'aller chercher un peu de financement à droite pour ensuite être capable de compenser à gauche, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses qui te parlent? Est-ce que c'est des choses que voilà? Oui, tout à fait. Donc, on essaye de s'appuyer sur des alliances publiques-privées qui sont souvent assez empiriques, mais qui sont efficaces. La clé, c'est souvent les entreprises, parce que c'est elles qui recrutent ou c'est elles qui commandent des travaux. Enfin, voilà. Elles ont aussi elles-mêmes, on en parlera peut-être, mais c'était dans un résultat intéressant de votre enquête d'ailleurs, la problématique de l'inclusion numérique des cols bleus. C'est-à-dire le fait que dans beaucoup d'entreprises, on a des salariés qui sont très peu qualifiés et qui ont des freins du fait du numérique, y compris pour éventuellement garder leur emploi plus tard. Mais je dirais, voilà, ces alliances, elles sont indispensables. Donc un exemple assez emblématique pour Simplon, c'est l'alliance que l'on a avec Microsoft. Il y a 5 ans environ, au moment où on parlait beaucoup d'intelligence artificielle, notamment pour des métiers plutôt d'ingénieurs, on a
parlé avec les dirigeants de Microsoft, de France et aux États-Unis pour essayer de leur dire que sur l'intelligence artificielle, il y avait un potentiel d'emploi aussi pour des techniciens supérieurs, donc des gens n'ayant pas le niveau d'ingénieur. Et ils ont dit, bah, écoutez, on fait ce pari avec vous, on est OK, on va vous aider à financer une équipe pour travailler sur ce sujet-là, pour créer un référentiel de formation. Et on a aujourd'hui une vingtaine d'écoles sur le programme intelligence artificielle avec Microsoft en France. On a 700 personnes en formation sur ce référentiel-là, qui a été déposé à France Compétences, qui est agnostique, donc il travaille aussi sur les plateformes d'intelligence artificielle d'Amazon Web Services ou d'autres, voilà. Mais voilà, c'est un exemple d'alliance où en fait on arrive à financer des formations sur l'intelligence artificielle avec un appui de Microsoft et en même temps des financements classiques de la formation professionnelle. Super, merci beaucoup. Merci François pour ce témoignage. Alors Virginie, de la coopérative Aptic, vous avez la particularité d'allier finalement gratuité d'un service et en même temps une capacité à reverser, si j'ai bien compris, un certain nombre de financements aux acteurs de terrain. Comment est-ce que quel est le modèle économique finalement du pass numérique et un peu la chaîne justement, comment est-ce que ça allie impact et finance en même temps? Et ce n'est pas grossier de dire les deux. Donc nous, on est sur un modèle économique d'intermédiation qui consiste du coup à organiser finalement l'offre et la demande avec plusieurs particularités. La première, c'est que finalement, ce n'est pas vraiment une demande, c'est un besoin qui est rarement exprimé. Les bénéficiaires n'ont pas forcément conscience de leurs besoins, ou alors quand ils le ressentent, ils n'ont pas forcément l'envie de l'exprimer. La deuxième chose, ça va être que du coup, quand on regarde bien le modèle d'Aptic, c'est que finalement le destinataire final, c'est donc le citoyen qui est éloigné du numérique. Et à côté, on a des destinataires qui sont intermédiaires, donc les commanditaires, ceux qui achètent les passes numériques, les acteurs de médiation numérique qui rejoignent notre réseau, qui du coup font partie aussi de l'écosystème. Et donc finalement, le destinataire final n'est pas celui qui paye. Lui, il bénéficie de la gratuité du service. Et on va plutôt remonter le financement sur ces destinataires premiers qui sont ceux qui vont acheter les passes. Donc voilà, destinataires et clients ne sont pas forcément les mêmes personnes. La troisième chose qui est particulière, c'est que finalement, sur ce modèle d'intermédiation, si on regarde, sans citer qui que ce soit, sur le modèle d'intermédiation classique qu'on peut retrouver par exemple sur les plateformes de e-commerce, les taux, les frais de gestion sont plutôt sur des ordres de grandeur de 20%, quand nous, à côté, par exemple, sur l'achat d'un pass numérique, on va être plutôt sur du 4% amont qui est porté par ceux qui achètent les passes et 4% en aval par les acteurs de médiation numérique, ce qui est donc, quand on traduit ça, ça sous-entend qu'en fait, les frais sont partagés et qui ne sont pas 100% chargés sur celui qui se mobilise et qui, du coup, s'implique dans ces enjeux d'inclusion numérique. Dernière chose, c'est aussi intéressant, c'est qu'on est à la fois à conjuguer toujours cet enjeu donc, de viabilité économique pour arriver à perdurer et du coup répondre à toute cette demande pour essayer d'accompagner et structurer cette filière. Mais on est toujours aussi en train d'essayer de concilier l'impact réel social. Et pour nous, il est double. Il est à la fois sur l'enjeu évident donc d'accompagner les citoyens, mais aussi d'accompagner, structurer, viabiliser et pérenniser la filière de médiation numérique. Donc là, à ce jour, on a plus de 2 millions d'euros qui sont des flux d'argent qui ont été donc mobilisés, donc avec tout ce travail de plaidoyer qu'on fait en amont, dont je vous parlais au tout début, pour essayer d'identifier ces raisons d'agir et donc mobiliser ces clients qui vont acheter des passes et qui permettent ensuite de reverser cet argent, l'injecter sur le territoire auprès des acteurs de médiation numérique. Voilà. Alors, super intéressant, justement, cette capacité à prendre en charge le coût finalement de la médiation numérique, parce que c'est un coût. Les médiateurs numériques et les travailleurs sociaux sont payés en France, et c'est tant mieux. Donc, et une capacité à assurer un service gratuit. Alors le disclaimer quand même, nous sommes sociétaires, alors nous sommes actionnaires de la société Simplon et également sociétaires de Aptic. Donc je le dis en toute transparence. Est-ce que au-delà des collectivités territoriales, au-delà de finalement des pouvoirs publics aujourd'hui. On a vu tout à l'heure dans l'étude que ça débordait finalement l'inclusion numérique et on a donné tout à l'heure des exemples. Est-ce qu'il y a des choses que vous sentez, historiquement vous étiez en effet positionné sur le pass numérique, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui émergent, d'autres clients, j'en sais rien, qui ont des besoins aujourd'hui identifiés sur le territoire ?
Oui, donc ça permet de rebondir sur ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'étude. On est précisément en train d'étendre sur les typologies d'organisations qu'on arrive à mobiliser. Historiquement, c'était en premier les collectivités qui se sont emparées du sujet. On arrive précisément à aller mobiliser d'autres typologies d'acteurs, type entreprises, privées, qui vont avoir parfois d'ailleurs certaines des enjeux évidents de retour sur investissement, c'est-à-dire par exemple elles ont digitalisé leurs services clients, donc elles ont un effort de coût, elles sont censées derrière optimiser donc leurs coûts parce que du coup elles ferment des guichets pour arriver à digitaliser par exemple par du chat la relation client, mais elles se rendent compte qu'à côté leurs clients ne sont pas tous à même d'être capables de faire par exemple pour la SNCF un achat d'un billet, donc continuer à se rendre dans certains guichets. Donc il va y avoir dans ce cas-là des enjeux évidents de retour sur investissement et en l'occurrence c'est assez plus facile en tout cas d'aller les convaincre. Et parfois il y a plutôt une sorte de stratégie de coûts masqués, enfin de coûts à éviter en tout cas, sur lesquels du coup nous on a une autre façon d'approcher le sujet, d'aller les contacter, mais en tout cas voilà, c'est autant de raisons qui permettent d'aller se rapprocher d'eux. Donc entreprises privées, on a aussi des opérateurs de services publics, Pôle emploi, la CAF par exemple, qui vont nous rejoindre. Donc voilà, un panaché on va dire de typologie d'organisation. Et ce qu'on constate aussi et qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut se retrouver avec maintenant des regroupements, donc des stratégies de coalition dont on parlait tout à l'heure, avec des regroupements de plusieurs organisations et hybrides. Donc du coup, c'est pas que des collectivités entre elles, ça peut être des opérateurs de services publics, entreprises privées et collectivités qui ensemble se joignent, agrègent et massifient leur impact. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'elle nous permet nous ensuite d'aller chercher, mobiliser des acteurs locaux pour leur dire venez, qualifiez-vous chez nous, parce qu'en fait, on a une volumétrie de passe qui va permettre de s'y retrouver pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, et du coup je conclurai peut-être dessus, c'est que finalement un citoyen il a plusieurs moments dans sa vie. Je vais prendre l'exemple d'une maman. On va être à la fois en vision perso sur la gestion de son foyer. On a un ado à la maison qui commence à utiliser son ordinateur, on ne sait pas trop ce qu'il fait dans la chambre. Est-ce que du coup il n'est pas en train finalement de se mettre à risque dans sa discussion qu'il peut avoir sur un forum pendant qu'il est en train de jouer sur un jeu vidéo? Donc du coup je peux être inquiète en me disant est-ce que du coup je maîtrise bien l'usage qu'il en fait dans ses relations avec l'extérieur qui sont complètement dématérialisées. À côté de ça, je vais être aussi une employée. Donc du coup, quand je travaille à distance, est-ce que du coup j'ai tous les outils qui me permettent et les compétences qui me permettent d'être pleinement active et opérationnelle dans le cadre de mon travail? Et à côté de ça, je fais aussi mes courses au quotidien pour nourrir la famille. Donc du coup, je vais au supermarché. Et derrière, il y a aussi une opportunité à saisir, c'est-à-dire que si je ne connais pas les programmes de fidélité de mon supermarché, je vais à côté passer à côté de réductions qui peuvent être faites via le programme de fidélité sur des bons d'achat, des promotions si je m'abonne par exemple à un programme de feed. Donc voilà, en fait finalement c'est autant de raisons et donc de typologies d'organisation qu'on va cibler pour un même citoyen. Ça va être son entreprise dans laquelle il travaille, donc en corporate. Ça va être dans le cadre donc d'entreprises privées qui sont en B2B du coup et qui sont sur un enjeu de fidélisation, et ça va être aussi la collectivité en tant que parent citoyen qui du coup va être accompagné pour gérer sa parentalité. Voilà. Alors merci, en effet, le moment promotion quand même en 2 secondes, ça tombe bien parce que c'est vraiment dans la dynamique par rapport tout à l'heure avec Simplon, dans la dynamique du numérique du quotidien, qui est un sujet qu'on connaît bien ici à la Banque des Territoires, puisqu'on accompagne pour le compte de l'État, pour France Relance, notamment le déploiement des 4000 conseillers numériques France Service dans les territoires. Il n'y a pas possibilité de faire skip, hein, c'est pas possible. Mais et donc à ce titre-là, c'est justement des gens qui adressent ça et qui sont l'exemple, puisque ces gens-là sont formés notamment, y compris par Simplon, mais par l'AFPA, par POP, par Webforce 3, par un certain nombre d'acteurs aujourd'hui sur le territoire, et potentiellement accompagnent les Françaises et les Français dans des activités du numérique du quotidien justement sur ça, et peuvent également bénéficier de passes numériques, nous ne le dirons jamais assez. Cyrielle Lelorrain, justement, donc directrice commerciale de Lizio, que vous avez présenté tout à l'heure. L'accessibilité numérique, parce que là on parle beaucoup par le bas finalement, la médiation numérique, quelque chose qui est plutôt montant, mais également le sujet des interfaces mal conçues ou moyennement conçues ou pas très adaptées. On peut utiliser toutes sortes d'adjectifs possibles et imaginables. J'ai l'impression quand même que l'accessibilité numérique est un élément, un segment de marché là important qu'on a identifié nous dans ce marché. Quelles sont les raisons pour vous qu'on ne connaisse pas suffisamment ce sujet jusqu'à maintenant? Il y en a
Plusieurs, en fait. Aujourd'hui, il y a déjà un manque de sensibilisation de façon générale. Monsieur Ferrari l'a dit tout à l'heure, les agents, les élus ne sont pas forcément au courant de ces difficultés au quotidien que peut avoir un internaute. Il y a aussi toute la partie qui rentre en compte, la partie des handicaps invisibles aujourd'hui. Donc quand on pense accessibilité, on pense souvent accessibilité d'un bâtiment parce que, bah oui, forcément, c'est rentré dans les normes. Mais aujourd'hui, est-ce que entrer par le site internet, qui est finalement maintenant une porte principale, est-ce que tout le monde peut y avoir accès? On ne se pose pas forcément la question parce que ça paraît logique. Et pourtant. Je pense qu'il y a aussi un manque de formation encore assez important auprès des concepteurs de sites internet qui aujourd'hui ne refont pas remonter l'information auprès de leurs clients en leur disant attention, il faut prendre le sujet de l'inclusion, de l'accessibilité numérique dès le départ du sujet, du projet en tout cas. Donc voilà comment les deux premières raisons. Après, il y en a d'autres forcément, mais on est aussi dans la prise de conscience en ce moment en fait. Alors, il y a une prise de conscience aussi qui m'a l'air massive, qui est l'évolution de la réglementation. On en a parlé avec cet acronyme que je vous laisserai détailler, qui s'appelle RG2A, si j'ai bien compris, en 2025. Est-ce que vous pouvez qui est un inducteur de marché finalement. Est-ce que vous pouvez peut-être en détailler une seconde les tenants et les aboutissants, sans rentrer dans les détails évidemment, parce que c'est une directive, c'est une réglementation européenne qui est probablement très longue. Un tout petit peu, mais aujourd'hui, donc le RG2A, c'est le référentiel général de l'amélioration de l'accessibilité. Ça existe depuis longtemps. La loi déjà de l'accessibilité existe depuis 2005. Et aujourd'hui, c'est comment concevoir un site ou un outil numérique adapté, accessible le plus possible aux utilisateurs. Donc c'est un enchaînement de règles qu'il faut suivre et qu'il faut mettre en place pour améliorer l'accessibilité des sites à tous et qui vient en fait en complément de plusieurs d'autres éléments. On a effectivement tout ce qui va être descendant avec la formation qui va venir compléter. On a aussi, en plus de la création de l'outil numérique, c'est comment on donne l'information. Donc il faut également penser au langage avec lequel on échange avec l'internaute, puisque, comme l'a dit encore M. Ferrari tout à l'heure, c'est 14% des personnes qui ne comprennent pas le vocabulaire. Donc comment simplifier ce langage? Et puis après, il y a encore toute la partie complémentaire de comment j'adapte l'information, puisque aujourd'hui, quand on crée un site internet, mais il a un seul visage, comment lui permettre d'avoir plusieurs visages et de s'adapter à chaque internaute en fonction de sa difficulté. Donc il y a toute cette partie réglementation et puis il y a aussi toute l'évolution aujourd'hui qui se met en place. La transformation numérique, la transformation digitale fait qu'on doit prendre ce sujet bien en amont et se dire que c'est pas perdu quand on a déjà lancé des projets, parce qu'on peut rattraper les choses avec des outils. Alors c'est intéressant parce que l'inclusion numérique permet de reprendre les sujets et de remettre sous contrôle les sujets, et ça c'est un vrai sujet. Justement sur l'impact environnemental, on en a assez peu parlé depuis tout à l'heure, mais j'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure dans le chat sur ça. Je sais que l'ISIO apporte des solutions aussi sur ça. Quels sont les ressorts et les perspectives sur le sujet ? En fait, tout simplement, déjà, le numérique inclusif fait partie du numérique responsable, dans lequel est inclus aussi le numérique écologique. Demain, dans la partie de développement, on doit prendre en compte cette inclusion, on doit prendre en compte toute la partie éco-conception, avec une réglementation aujourd'hui, un référentiel qui est en train d'arriver, qui est tout récent, et qui va permettre de comprendre que plus on fait de l'écologie, plus on fait de l'accessibilité et que tout est lié. On s'en est rendu compte, nous, avec l'ISIO, quand on a démarré, on souhaitait vraiment que le numérique s'adapte à l'humain. On a fait tous les développements pour permettre à chacun d'avoir un numérique adapté. Et plus on s'approchait de l'accessibilité, plus on se rendait compte qu'on faisait de la sobriété, qu'on était moins gourmand, que finalement la donnée pouvait être plus légère, et on est arrivé dans le numérique responsable et on s'engage à pouvoir améliorer tout l'impact numérique, parce qu'aujourd'hui l'impact carbone du numérique, c'est supérieur au trafic aérien mondial. Dans 2 ans, on sera juste équivalent au trafic automobile mondial. Donc il y a un vrai enjeu aussi à se sensibiliser à ce point-là et à rentrer dans le numérique responsable. Alors on le voit ce matin, on est quand même des acteurs assez spécialisés finalement. Aujourd'hui, on n'a pas encore de géants de l'inclusion numérique ou
ou de licornettes même, hein, des petites licornes, de l'inclusion numérique. Alors, il y a un mouvement qui s'appelait Tech for Good, qui a été mis en place, qui permettait justement de promouvoir d'autres manières de faire du numérique. Ça, c'est une question un peu globale, en quelques mots peut-être à chacun, que je vais poser, et à toi, Cyrielle. La première, est-ce que vous y croyez, et comment est-ce qu'on doit réembarquer un certain nombre d'acteurs? Il y a des questions notamment dans le chat sur les géants de la tech, ces choses-là, qui font pourtant des choses, hein. On l'a dit, on aurait pu mettre le logo de Google notamment, qui a des ateliers, hein, à travers le pays, qui permet d'accueillir des Françaises et des Français. Est-ce qu'il y a des choses justement qui se passent? Comment est-ce qu'on essaye d'attirer justement et faire ces alliances un peu globales, y compris avec des grands acteurs dont on a besoin et qu'on a évoqué un peu en creux depuis tout à l'heure? Il faut que le mouvement continue. En fait, après, nous, en tant que petite structure, c'est assez difficile de pouvoir aller pousser, mais en tout cas, on essaye de faire passer ce message d'aller vers le numérique responsable, et comme on l'a dit régulièrement depuis tout à l'heure, c'est de la transversalité. On doit prendre ce numérique responsable dans tous les projets, qu'on parle d'éducation, de santé, et de faire rentrer l'inclusion, l'écologie numérique dans ces sujets-là, pour qu'on puisse aller vers la technologie pour le bien de tous, dès que possible, parce que les idées évolue, et souvent finalement l'inclusion passe au second plan, et c'est une fois que l'outil arrive sur le marché qu'on se dit ah, dommage. Il nous manque les retours utilisateurs, et donc voilà, pour moi c'est la Tech for Good, c'est penser en transversalité et prendre en compte tous les projets globaux dès le démarrage. Ok. Virginie, une idée pour comment faire rentrer un peu des gros poissons dans l'inclusion numérique? Je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin de faire rentrer des grands poissons. En tout cas, en conviction personnelle, ça passe par une démarche qui doit être personnelle, enfin, en tout cas au sein de chaque entreprise, de se poser la question des choix qu'on fait. On a tous du coup finalement une infrastructure numérique quelque part qui existe, et de la façon dont on a choisi de la développer, de la concevoir. On a un débat, nous, justement, en interne en ce moment, on en parlait avec Cyril juste avant. Je ne pensais pas qu'on allait avoir la question, mais voilà. Éco-concevoir, se poser des questions, quitte à se battre, même en interne, avec son propre directeur technique, ses développeurs, pour se dire que non, il existe des solutions SaaS, parfois, qui sont déjà sur étagère. Pourquoi faire du sur-mesure soi-même pour son propre ego, peut-être? Je ne sais pas, c'est un vrai débat. Quand il existe quelque chose qui déjà fonctionne, peut-être qu'il vaut mieux qu'on laisse nos envies... même si ça peut être source d'épanouissement, hein, de faire du développement sur mesure, mais en tout cas, peut-être que parfois, c'est peut être mieux de prendre ce qui existe déjà et de le partager. Voilà. Ok, merci. Guilhem, évidemment, un avis sur la Tech for Good? Bien sûr. Non, globalement, c'est nos actes qui définissent ce qu'on est. Donc, ces espaces, moi, je les trouve intéressants parce que c'est un peu comme ce qu'on a souhaité faire au sein du Sociétaire de la Manum. Ça permet des zones d'échange avec des acteurs d'origine et de cultures différentes. Quand tu dis gros poissons, on ne peut pas penser qu'aux GAFAM qui agissent sur le sujet, hein, évidemment, mais en fait, on pense même déjà aux acteurs économiques et aux grandes entreprises françaises qui, sur toute une succession de sujets RSE, puis Pacte, puis Mission, finalement viennent s'intéresser à des sujets de responsabilité qui vont au-delà du simple question environnementale. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est bien mature dans ces écosystèmes Tech for Good pour brancher nos démarches à ce que peuvent faire ces grands groupes sur les questions de responsabilité numérique cette fois-ci. Ok, merci. Enfin, et tu peux garder le micro parce que c'est une question en effet sur les pistes pour l'avenir du secteur. On l'a vu, les logiques public-privé, le financement et finalement presque l'accélération et l'amorçage finalement qui est nécessaire parce que beaucoup de petites structures, et on l'avait déjà écrit précédemment, comme je l'ai dit en introduction, dans le cadre de la stratégie nationale pour un numérique inclusif, l'élargissement à de nouveaux sujets, la santé, l'éducation, le retail, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses que vous partagez à la Mennum, et enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais souligner par rapport vous avez une vue un peu globale du secteur aujourd'hui, voilà, quelles sont les conclusions? C'est une question difficile, mais moi j'ai des tonnes de trucs à dire sur les orientations. En fait, moi, je trouve que les préconisations, elles sont top parce que dans leur grand titre, finalement, à peu de choses près, c'est une bonne partie des missions qu'on essaie de mettre en œuvre à la Mennum, dont je suis ravi qu'on ne se soit pas trompé et qu'on aille dans le bon sens. Donc,
tous les sujets dont tu parlais, évidemment, ils sont nécessaires pour faire grandir le secteur. On parle d'un marché aujourd'hui ou du besoin de financement, disons d'un besoin social, hein, ou en tout cas de quelque chose qui a du sens. Il y a plusieurs moyens de le faire, on le disait, ouvrir vers d'autres types d'acteurs, agrandir nos communautés, c'est ce qu'on essaye de faire. Quand on fait du plaidoyer, on ne le fait pas innocemment non plus. Hein. Tu parlais d'opportunités de marché, entre guillemets, quand le RG2A tombe. Ça peut être la même chose pour plein d'autres choses, plein d'autres thématiques. Sur les questions de formation professionnelle, il y a plein de choses à faire encore, où aujourd'hui les questions d'inclusion numérique ne sont pas si bien branchées que ça dans le cœur de l'entreprise, et sur les obligations de formation de ses salariés, d'accompagnement. Enfin voilà, les possibilités sont nombreuses et on essaye d'œuvrer pour ça, nous, à notre modeste niveau. Moi, j'aime bien les questions de financement en amorçage aussi, parce qu'en fait, je ne sais pas si on est sur du vrai amorçage dans ce secteur. Il y en a un peu, hein, des acteurs nouveaux qui se créent, mais en fait, je crois qu'on a aussi beaucoup d'acteurs qui viennent de l'ESS, avec des structures juridiques et des formes d'entreprises différentes, qui sont moins habitués à des techniques d'investissement classiques, comme sur les autres secteurs. Il y a aussi peut-être un enjeu à les aider, à les accompagner, à les accélérer vers des formes de financement qui sont différentes. Nous, on croit vachement au fait que le secteur va aussi grossir en diversifiant, au-delà de juste augmenter, hein, les sources de financement. Aujourd'hui, le financement est très public. Demain, il le sera aussi. Hein, enfin, on ne va pas se mentir. Mais si on peut faire entrer d'autres types de financement, notamment privés, et ouvrir à des techniques nouvelles ou des mécaniques d'investissement à impact, nous, on pense qu'il y a des choses à faire, autant en accompagnant les acteurs qu'en réfléchissant de manière un peu plus en avant, avec des acteurs spécialisés. J'en profite, Jean-Michel est juste là, donc je peux en parler. Jean-Michel Lécuyer, qui est le DG de Inco Invest. On a monté un partenariat assez fort avec le groupe Inco, la MEDNUM, en fin d'année dernière. Parce qu'on s'est rendu compte en fait que sur les engagements qu'ils avaient autour de l'investissement, de la mesure d'impact, même de la formation, on partage plein de trucs et les équipes sont engagées un peu dans le même sens. Ils ont des compétences dont nos secteurs ont besoin. C'est un secteur qu'ils connaissent encore mal sur les questions d'investissement impact. Donc voilà, on travaille beaucoup avec les équipes de Jean-Michel en ce moment. On espère rapidement pouvoir vous présenter plus de choses, mais voilà, on réfléchit beaucoup, en tout cas aux mécaniques d'investissement impact, avec des spécialistes en ce moment, pour voir comment ce marché ou ces acteurs de l'inclusion numérique, finalement, peuvent, aussi bien que des startups tech ou comment tu disais, des bébés licornes, des licornettes, être éligibles à d'autres mécaniques d'investissement responsables pour des métiers qui ont du sens. Donc voilà, on mène ce type de sujet en ce moment, et je pense que c'est notre devoir à la MEDNUM d'essayer d'ouvrir un peu ces choses-là et de s'associer à des acteurs nouveaux. Et là-dessus, on remercie Inco, Jean-Michel et ses équipes, puisque tout ça se passe très bien. On reviendra te voir bientôt, Nicolas, d'ailleurs, sur ces sujets. Et si tu me permets de le dire, du coup, je me fais. Non, mais bien sûr, vous serez les bienvenus, et Jean-Michel sera bien sûr le bienvenu avec Christophe pour en discuter de tout ça. Non, mais en tout cas, merci. Et avant de prendre quelques questions, je retiens deux choses quand même. La question de l'impact. La question de la mesure de l'impact, la façon dont les indicateurs finalement de réussite de tout ça. Et on en a parlé tout à l'heure avec Arras, on en a parlé tout du long, la capacité à mesurer avec des données, la capacité à suivre toutes ces choses. La question de finalement l'empreinte qu'ont ces dispositifs aujourd'hui. Je voulais souligner quand même le fait que entre la stratégie nationale pour un numérique inclusif et aujourd'hui, à la fin d'un mandat, c'est la fin d'un premier cycle qui a été initié sur la consolidation économique de la filière et financière. Beaucoup de choses ont été faites, notamment il y a eu ce qu'on appelait un choc de l'offre avec les conseillers numériques, avec France Service, avec un certain nombre de choses. Il y a un grand nombre d'acteurs, y compris, je pense, à des hubs qui sont probablement parmi nous dans l'auditoire ou par Teams, qui accompagnent les collectivités et des acteurs de terrain sur ces sujets-là pour structurer les offres. Je retiens enfin également la nécessité d'innover en matière de financement. Je pense qu'on n'a pas été du tout au bout de ça, mixé, et notamment la question des financements FEDER, FSE européens, des choses comme ça, aller chercher ces financements-là de manière plus systématique, qui sont sous-utilisés par ailleurs, on l'a déjà démontré dans différentes études. Il faut continuer à le faire et développer une ingénierie en la matière. Des nouveaux marchés publics, on l'a dit tout à l'heure, des marchés groupés parfois qui allient d'autres types d'acteurs.
du financement à impact. On vient de l'évoquer à l'instant. C'est des pistes en effet qui sont intéressantes et qui sont ouvertes pour aussi là après post-mai, probablement avec une nouvelle dynamique ou pas en la matière. Peut-être alors des questions, évidemment, je ne les ai pas. Si, je dois les avoir quelque part, non? Deux questions. Il y avait une question sur la formation notamment des assistantes. Alors parce qu'il y a beaucoup en effet de travailleurs sociaux et d'assistantes sociales qui travaillent en matière de médiation numérique. Quelles sont les possibilités de formation des médiateurs numériques pour les travailleurs sociaux, car on pratique encore trop de manière sauvage la médiation numérique sans formation. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ce sujet-là? Qu'il aime? Non, sur les questions de la formation finalement des différents acteurs, vous avez un certain nombre, il y a un certain nombre de sociétaires à la MENUM pour le coup qui sont des formateurs de travailleurs sociaux notamment. Voilà. Mais je crois en fait et puis en fait c'est un des sujets qu'on a beaucoup abordé dans le plaidoyer quand on parlait des différents sujets. C'est valable pour tout type de travail social, c'est valable pour les métiers de la santé. Tout à l'heure, tu évoquais différents dispositifs. On ne parlait pas de mon espace santé, qui est aussi le gros sujet du moment sur l'accompagnement des patients et usagers du système de santé. En fait, moi, je trouve que c'est assez difficile. Je voyais la même chose en entreprise il y a quelques mois. Le lien entre les professionnels de la médiation et l'endroit où s'arrête la médiation et où débute un peu de médiation dans le travail social ou même dans la relation client ou adhérent dans une entreprise, il est jamais facile à trouver. Les réponses viennent des deux côtés, je pense. Enfin d'être formé évidemment les travailleurs sociaux à un peu de médiation numérique, ça me paraît évident. On parlait tout à l'heure aussi de donc former plus de médiateurs numériques et de mieux concevoir les services, mais les choses viennent un peu des trois angles. Je pense que, voilà, aujourd'hui, pour tous les gens qui sont dans la salle, c'est plutôt une évidence sur ce point-là. Je ne sais pas quel est le bon curseur et le bon degré aujourd'hui. Probablement qu'il reste encore à inventer parce que même les services publics d'aujourd'hui ne sont peut-être pas ceux de demain. Ils seront peut-être aussi conçus un peu différemment, plus faciles pour libérer du temps de ce point de vue-là. Et à l'image des conseillers numériques aussi, qui sont formés pour le coup de manière plus précise. Pas suffisamment en médiation, mais déjà sur la partie numérique, en tout cas, ils commencent à être bien formés. Non, oui, non. Enfin, la dernière question que j'ai, qui est une question qui est un grand classique de l'inclusion numérique. Où est-ce qu'on trouve toutes les ressources? Est-ce qu'il existe un portail finalement où on peut trouver des ressources, des services, tu vois, l'image, tu sais, du bon vieux, la bonne vieille plateforme où on trouve un peu tout, quoi, y compris peut-être faire un café ou des choses comme ça. Là, je me tourne vers toi, évidemment. Alors, je sais que des travaux sont en cours de votre côté, peut-être du côté de la NCT aussi, sur du regroupement de ressources. Moi, je pense que c'est super. On aime bien avoir des endroits où on trouve simplement de l'information qui a été, disons, vérifiée, ou en tout cas décrite comme de confiance. On essaye tous de le faire à notre niveau, nous, dans une mesure moindre sur l'espace sociétaire des sociétaires de la MENUM. Donc, on met de plus en plus d'informations, d'outils. On va le faire de plus en plus puisqu'on a pour projet là, de développer une direction qui serait plutôt au service des sociétaires sur les questions financières également, dont je parlais tout à l'heure, mais pour d'autres types de kits et outils. Alors, sur les outils pour faire le métier de médiateur, mais aussi et de la médiation, mais aussi sur la façon de gérer des structures et organisations de la médiation numérique, parce que tous trois, on a, avec Simplon encore plus, mais des structures qui sont quand même déjà de bonne taille et qui vivent, enfin qui sont là depuis un moment. Il y a beaucoup de petits acteurs qui doivent se développer et qui ont besoin d'être aidés. Donc, on essaye en plus, nous, de mettre ces ressources-là dans un espace spécifique. Parfait. Et on peut trouver les lieux sur les cartographies des différents hubs territoriaux pour un numérique inclusif. On peut trouver des lieux qualifiés sur le site d'Aptic, évidemment, la coopérative. Et en effet, l'ANCT, sinon j'aurais donné la parole à Pierre-Louis qui n'est pas là aujourd'hui, mais l'ANCT est en train de travailler sur une banque de ressources un peu globale, notamment mise à disposition des conseillers numériques. Mais voilà. Mais je ne suis pas Pierre-Louis. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, peut-être? Non? Bon, allons prendre un café. Ah, peut-être une question.
Bonjour à tous, merci pour cette présentation très intéressante. On parlait de l'activité de diagnostic, notamment parmi les différentes activités qui étaient présentées dans l'étude au début. Quelle est la place, je veux dire, comment vous accompagnez les bénéficiaires pour se positionner, pour aussi savoir comment s'orienter? Quels sont les outils de diagnostic qui finalement aujourd'hui sont au cœur de vos activités et auxquels vous faites référence, ou le lien avec vos dispositifs? Je vais essayer de répondre pour Aptic. On a, nous, du coup, plutôt une mise en relation qu'on fait entre les outils qui existent sur le marché, pour ne pas en citer qu'un, mais il y a au moins Pix, qu'on va les citer. De notre côté, on va plutôt travailler sur tout l'enjeu. Finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, les commanditaires qui ont l'intention de déployer des passes se retrouvent à un moment confrontés à la réalité du terrain qui est OK, j'ai mobilisé cet argent, mais par contre, mince, ils sont où en fait mes citoyens? Comment je les atteins? Et donc finalement, on est plutôt sur cette problématique avant même de diagnostiquer, de savoir le critère du go-no-go. Est-ce que je distribue ou pas ce carnet à ce citoyen plutôt qu'un autre? Comment je priorise finalement la demande? La problématique actuellement, elle est plutôt sur déjà l'enjeu d'identification et de ciblage des citoyens. Voilà. Ensuite, quand il s'agit d'avoir un problème de trop de demandes et donc de devoir prioriser, on peut se retrouver avec soit des outils qui permettent justement d'aider à ce go-no-go. Et après, on peut aussi avoir des outils qui se conjuguent, c'est-à-dire à la fois sur le diagnostic de compétences et donc de se dire jusqu'où on met le curseur et le déclencheur de l'éligibilité à la remise d'un carnet, qui peuvent se conjuguer avec des critères qui sont plus sociodémos, basés sur notamment l'éligibilité à des fonds FSE, qui permettent de se dire, en fait, je n'ai le droit de mobiliser ces fonds que dans le cadre d'un accompagnement, par exemple, sur une cible bien spécifique. Et là, on rentre dans un autre enjeu, j'ouvre un mini tiroir, mais on ne va pas peut-être le traiter aujourd'hui, mais l'enjeu RGPD, qui est souvent un gros souci chez nous, qu'on rencontre. C'est-à-dire que sur le terrain, on a des pratiques sur lesquelles nous, on essaie de sensibiliser en disant, stop, faites attention, vous avez le droit de poser des questions, mais surtout, restez dans anonymiser tout cela. Ne baladez pas des fichiers avec lesquels, à l'intérieur, on a des noms, des prénoms, des adresses de bénéficiaires. C'est des données qui sont hyper sensibles, d'autant plus qu'on parle d'un public fragile, qui peut du coup vite se retrouver. Si ça tombe dans les mains d'une banque qui fait des crédits revolving, ça peut mal finir. Donc voilà, nous, on n'a pas de la responsabilité spécifiquement, puisque ce n'est pas nous qui créons ces fichiers, mais en tout cas, dès lors qu'on est conscient qu'ils existent, on essaie d'alerter pour dire d'arrêter. Voilà. Tu veux compléter, Guillaume? Il y a des diagnostics aussi, peut-être, sur les sites. Enfin, comment vous... Comment est-ce qu'on prend conscience finalement que son site n'est pas adapté? On attend l'appel de l'ISIO. Voilà. Ou des gens qui se plaignent, je suppose. Oui, et aujourd'hui, on se rend compte que justement les gens ne se plaignent pas. Ils ne vont juste pas à la recherche de l'information. Ils s'arrêtent et restent dans la méconnaissance ou parce que tous les sites ne sont pas équipés de chat, tous les sites ne sont pas équipés de plus en plus de formulaires, mais du coup, est-ce que je le remplis? Et justement, est-ce que la RGPD va faire que tout va se savoir dans la commune dans laquelle je suis, etc. Donc aujourd'hui, c'est la sensibilisation que vous faites au quotidien justement sur la partie inclusion qui fait qu'on va prendre en compte cette partie inclusion numérique. Et après sur la partie diagnostic, étude du site, avec le RG2A, on s'en rend très vite compte. En quelques regards, on peut se rendre compte que déjà le site n'a pas forcément été audité ou que la page accessibilité n'existe même pas. Donc voilà, c'est sur ces critères-là en fait aujourd'hui où on va pouvoir faire prendre conscience aux propriétaires du site qu'il y a quelque chose à faire et qu'on peut aller regarder dans le détail l'accessibilité du site, l'inclusion surtout, puisque c'est plus que l'accessibilité, c'est comment je vais essayer de communiquer avec encore plus mes citoyens et de pouvoir adapter le message. Merci. Guillaume? Je crois qu'il y a beaucoup d'outils qui existent déjà. Hein. Je pense là tout de suite à Pix, qui est un associé de la MENUM en plus et qui commence à être une méthode d'évaluation et de certification qui commence à bien s'étendre et à faire norme, et je trouve ça super. Après, je me dis que sur le diagnostic, on se pose cette question. En ce moment, on est en train de travailler à le relancer avec des collectivités, donc plutôt à l'échelle territoire, les sujets qui avaient été menés autour de solidarité numérique et Click and Connect, en se disant qu'en fait, il faut aussi utiliser peut-être aujourd'hui d'autres
d'autres vecteurs pour essayer d'amener plus de personnes au diagnostic. Je pense que, enfin, moi je crois pas trop au principe de fracture numérique. Enfin, il n'y a pas des gens qui sont dans le diagnostic hors du, enfin, et en fait, on se réveille pas un matin en disant je suis éloigné du numérique. Mais du coup, nous, on se pose des questions sur les autres vecteurs. Et là, par exemple, on pense que au-delà des méthodes de diagnostic, il y a aussi les endroits où on le fait qui sont intéressants. Et là, voilà, on a toute une réflexion là-dessus, on pourra en discuter, mais sur comment est-ce qu'on utilise des diagnostics là plus courts avec d'autres personnes qui nous appellent pour une problématique numérique immédiate, pour essayer de comprendre un éloignement numérique et de convaincre d'aller dans les lieux à différents endroits pour se former. C'est des sujets encore un peu naissants. Là, on va tester ça avec quelques collectivités. On en discute évidemment avec les acteurs qui sont intéressés à ça. On en a parlé avec Gérald. Enfin, voilà, mais c'est un problème, je pense, à prendre par plusieurs bouts, avoir des bons outils et trouver de nouvelles personnes pour savoir comment est-ce qu'on résout le problème plus massivement et plus industriellement que chacun de notre côté. Et alors un outil que tu as oublié, évidemment, qui s'appelle l'indice de fragilité numérique. Alors, qui est un outil de diagnostic territorial sur notamment la question de la demande et du besoin. Attends, juste, je voudrais citer quand même d'autres outils parce que on cite en permanence PIX, évidemment, qui est un GIP, donc un groupement d'intérêt public. C'est très bien. Néanmoins, il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont positionnés sur le sujet. On a fait une étude sur la EdTech là, récemment. Il y a beaucoup d'acteurs de la EdTech qui sont positionnés sur ces diagnostics de compétences. Je pense évidemment à Isograd, qui est un acteur un peu important en ce moment sur le sujet, et notamment qui a pris la présidence de la FINEF, qui est une des filières de l'éducation et du numérique. Je pense évidemment à DigiSchool avec le Cléa numérique et la Poste, qui a déployé un outil qui est assez léger avec une offre de formation et de compétences, de positionnement et ensuite de formation. Je pense également, et on en avait parlé avec nos amis bordelais, de Tanu, qui est une petite entreprise qui s'était positionnée sur le sujet des compétences numériques également. Et puis évidemment, les bons clics dont il faut parler, qui est opéré par WeTechCare à ce stade. Il y a également des diagnostics qu'on peut trouver en ligne, parfois Conea ou des choses comme ça sur le RG2A, qui en effet se positionne sur ces sujets d'autodiagnostic. Voilà. Et je voulais juste compléter un peu, parce que finalement, je me rends compte que dans la première réponse, j'ai eu un peu un biais, finalement. C'est que j'ai voulu répondre sur l'aspect purement diagnostic de compétences. Et en fait, il y a un truc qui est aussi hyper important, c'est comprendre aussi le contexte dans lequel se trouve le bénéficiaire qu'on a en face, en tout cas le potentiel bénéficiaire. Et finalement, il n'y a pas que l'aspect compétences qui est presque une approche un peu scolaire, mais qui permet au moins d'objectiver les choses. Mais parfois, il y a aussi comprendre s'il est dans un enjeu d'urgence. Est-ce que du coup, il est plutôt motivé et qu'il a envie d'être dans une étude lui-même d'étudiant un peu sérieux élève, ou est-ce qu'il a juste potentiellement il est hyper réfractaire, mais dans le fond il connaît pas, donc il a peur, donc il préfère s'en éloigner. Donc comprendre ce contexte, c'est aussi l'aider à l'orienter positivement. C'est un mot que j'utilisais tout à l'heure, qui est hyper important en fait, et c'est ça qui va permettre aussi d'avoir ce fameux taux de transformation, au sens certes j'impulse, j'injecte de l'argent, j'investis du coup sur ce bénéficiaire en lui remettant par exemple, en l'occurrence sur Aptic, un carnet de passe numérique, mais si c'est pour qu'il finisse dans le fond d'un tiroir, ça va servir à rien, et finalement c'est presque dans ce cas de l'argent gaspillé. Donc prendre en compte ce contexte un peu en vision 360, à la fois de compétences, mais aussi le contexte personnel vraiment de la personne qu'on a en face de nous, ça aide énormément justement à garantir l'impact final. Voilà. Peut-être, je l'avais pris que par le bout en compétences. C'est ça que tout le monde prend. Ta question est incroyable. Mais non, tu as raison. Avant de parler, de dire un mot de l'indice de fragilité, je peux citer aussi un travail qu'on avait fait avec l'ANSA, qui travaille beaucoup ce modèle-là, avec un prisme intéressant qui est moins diffusé que les modèles que tu citais, mais qu'on aime bien la MEDNUM, qui est la toile des capacités. Donc là, qui prend du coup le sujet non pas par les compétences techniques, numériques, disons, mais plus parce que ça traduit dans la vie quotidienne et sur la capacité des gens à faire. Donc c'est un bon trait d'union entre les deux, mais c'est prendre le sujet par un angle différent, peut-être un peu plus pratico-pratique que les compétences techniques. C'est peut-être un truc intéressant à regarder aussi. Et sur l'indice de fragilité, alors là, oui, c'est un autre type de diag qui est plutôt une évaluation de potentiel. Hein, c'est de la donnée. On ne parle pas de notation des territoires. Hein, c'est de l'open data. On base sur de l'open data et des critères sociodémo autour d'un algo qui a été fait avec le CREDOC notamment, et l'ANSA d'ailleurs aussi. Un scoring de territoire avec une possibilité d'aller assez profondément
sur des zones pour outiller les décideurs publics comme privés, hein, parce qu'il y a des entreprises qui regardent de près ce sujet-là, pour essayer d'orienter au mieux et le plus finement possible son action, cette fois-ci avec le diagnostic de son territoire et savoir où travailler. Merci. Il est 10h30 pile. 02. Merci à toutes et à tous. Merci à François qui est probablement dû rester en ligne, le directeur général de Simplon. Merci à toi Guilhem, merci à Cyrielle, merci à Virginie d'avoir témoigné ce matin sur la grande hétérogénéité de ce sujet et de l'inclusion numérique. L'étude sera rapidement publiée sur le site internet de la CDC. Un certain nombre les diapositives seront probablement transférées à l'ensemble des participants qui s'étaient inscrits ce matin. Merci à tous et bonne journée à vous.